Comme le dit Paul Auster dans la trilogie new-yorkaise, ainsi va le monde, on avance pas à pas, d'abord un mot, puis le suivant. Car la connaissance s'acquiert lentement, et lorsqu'elle vient, elle se paye souvent d'un prix personnel élevé. Le titre de mon intervention m'est venu pendant une séance avec un psychanalysant. Monsieur Jean vient 3 fois par semaine et pour introduire mon propos, je vais relater le déroulement de 3 séances consécutives. L'articulation de ces 3 séances illustre plusieurs points importants de la clinique psychanalytique telle que nous la concevons et la pratiquons dans une lignée freudo-lacanienne au RPH. Pour commencer, il y a ce qui se déroule à l'intérieur des séances. Ensuite, il y a ce qui s'articule d'une séance à une autre. Cela doit attirer notre attention sur ce qu'il se passe entre les séances. Déjà en 1897, dans le manuscrit M, que l'on retrouve dans sa correspondance avec Wilhelm Fliess, Sigmund Freud trace ce schéma pour expliquer le processus thérapeutique. Vous voyez bien la façon dont il représente la progression du travail thérapeutique vis-à-vis des différents symptômes. Vous avez les différents symptômes qui sont représentés là-haut. Le travail qui est indiqué en rouge, avec flèche rouge. Alors dans les éditions, c'est en noir et blanc, c'est moi qui ai mis les couleurs. Il indique ici les différentes scènes avec la profondeur du refoulement. Et il nous dit, le travail se compose de ces diverses parties s'enfonçant de plus en plus profondément. Voilà. On est en 1897, donc c'est au moment où l'idée freudienne est que les différents symptômes renvoient à différents traumatismes qui sont représentés par le symptôme. Et il s'agit d'aller chercher de plus en plus en profondeur. 3 ans après, voilà comment Freud articule dans la 4e partie du chapitre 7 de l'interprétation des rêves les effets de la psychanalyse sur les désirs inconscients. Il nous dit « Il est vrai que les désirs inconscients sont toujours là. Ils représentent des voies toujours ouvertes à l'excitation qui les empruntent. L'indestructibilité est même une caractéristique proéminente des processus inconscients. C'est là que doit agir la psychothérapie. Sa tâche est d'apporter au phénomène inconscient la libération et l'oubli. L'effacement des souvenirs, l'affaiblissement affectif des impressions éloignées qui nous paraissent tout naturelles et que nous expliquons par l'influence primaire du temps sur les traces mnésiques, sont en réalité des transformations secondaires obtenues à la suite d'un pénible travail. C'est dans ce même chapitre qu'il présente un schéma de l'appareil psychique dans lequel il articule les processus inconscients, préconscients et conscients qui lui permettent d'expliquer sa conception de la régression. 25 ans plus tard, dans l'article « Le moi et le ça » en 1924, il propose ce schéma de l'appareil psychique qu'il modifiera en 1932. Remarquez d'abord sur le schéma de 1924 l'absence du surmoi et de l'inconscient. On a indiqué ici le système perception-conscience, le préconscient ici, et on n'a pas indiqué l'inconscient ni le surmoi. Le système est fermé, hormis cette ouverture ici, d'accord, qui a été désignée par Fernando de Amorim comme la bouca. Dans le schéma de 1932, le même passage ici, donc schéma de 1932 qui est là, ce passage-là est bouché, mais apparaît ici une ouverture que Fernando de Amorim a appelée l'ouverture de 32. Nous y reviendrons. Le schéma de 1932 est orienté de façon horizontale, comme c'est le cas dans les œuvres complètes éditées en allemand. Ce qui permet logiquement de placer le surmoi sur le moi. Juste après avoir présenté ce schéma dans la 31e des nouvelles conférences d'introduction à la psychanalyse, la décomposition de la personnalité, Sigmund Freud utilise cette fameuse formule pour résumer les effets que l'on peut attendre d'une psychanalyse. En allemand, wo es war, soll ich werden. Ce qui a été traduit en français par là où était du ça doit advenir du moi.
La traduction de cette formule n'est pas sans poser problème, et Jacques Lacan y est revenu à de multiples reprises. Nous pouvons trouver 15 occurrences dans son séminaire entre 1954 et 1970, et 8 occurrences dans ses autres écrits. Ce n'est pas le lieu ici de reprendre tous les développements que propose Lacan à partir de la formule de Freud, mais l'élément essentiel est l'insistance qu'il met à traduire « ich » par « je ». J'en prendrai 2 exemples. Dans le compte-rendu avec extrapolation du séminaire de l'éthique en 1960, il dit, Lacan, « Wo es war, soll ich werden » dit en français « là où c'était, ce qu'est je doit venir ». Et dans la conférence de Bordeaux en 1966, il reprend « Wo es war, soll ich werden », même si nous le prenons au niveau de sa seconde topique, qu'est-ce d'autre qu'une certaine façon de définir le sujet. Sujet que nous trouvons ici dans la cartographie du RPH, dans la 4e colonne, avec indiqué « naissance du sujet ». Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de cette cartographie, établie par Fernando de Amorim en 2003, sachez qu'elle nous est un outil précieux pour nous repérer dans la clinique. Les 4 colonnes que vous voyez indiquent les positions subjectives que l'être peut occuper. Malade, patient, psychanalysant et sujet. Que l'être qui occupe la position de psychanalysant puisse trouver la sortie de sa cure et devenir sujet, c'est la visée. Vous voyez bien la lignée freudo-lacanienne dont je vous parlais en introduction. À partir de sa nouvelle topique, Freud va compléter son approche de la résistance. Il a constaté très rapidement une résistance des patients au processus thérapeutique. En 1926, donc, entre les 2 schémas de l'appareil psychique que je vous ai présentés, Freud va évoquer l'existence d'une résistance du surmoi. Il en parle dans Inhibition, symptômes, angoisse. Et dans la question de l'analyse profane, il écrit « Nous appelons toutes les forces qui s'opposent au travail de guérison les résistances du malade. Le bénéfice de la maladie est la source d'une telle résistance. Le sentiment de culpabilité inconscient représente la résistance du surmoi. C'est le facteur le plus puissant et le plus redouté de nous. » Cela a amené à une modification par Fernando de Amorim du schéma de 1932. Donc, vous voyez ici repris le schéma de 32 que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, avec donc le surmoi qui est au-dessus du moi. Alors, le moi ici est représenté, hein, c'est l'ensemble du cercle que vous avez là, avec ses différentes parties. La partie orange est la partie inconsciente du moi. J'ai grisé ici la partie préconsciente. Si vous regardez le schéma de 32, vous verrez que c'est clairement indiqué de cette façon-là. Et ça va ici jusqu'à l'extrémité, puisque Freud parle aussi de la partie consciente du moi, avec le système perception-conscience. Vous avez ici, par l'ouverture de 32, l'idée que ça donne sur le rectangle bleu qui entoure l'appareil psychique et l'organisme. L'hypothèse de Fernando de Amorim, c'est que dans le cas des maladies organiques, les pulsions, la libido ne trouvant pas accès par ici, du fait de la résistance du surmoi, dont je vais vous parler, qui est indiqué là, par cette partie rouge, reflue par l'ouverture de 32 et va dans l'organisme. Le petit a ici indique la position du patient qui vient parler au psychothérapeute. Il met le psychothérapeute ici, dans cette position A', qu'est-ce qu'on appelle le transfert psychothérapeutique, avec une relation imaginaire basée sur le sujet supposé savoir. L'opération consiste pour le psychothérapeute à se décaler de cette position A', du transfert psychothérapeutique, pour occuper la place de semblant d'objet petit a, et pouvoir ainsi interroger
ici notre partie du moi et venir permettre au patient, lorsqu'il parle, de lui-même aller chercher des réponses du côté du grand autre ici, dans la partie inconsciente de son appareil psychique. Et c'est ce mouvement-là qui va permettre petit à petit de dérigidifier, si je peux dire ça comme ça, rendre un peu plus poreux la barrière du surmoi, qui est une barrière extrêmement rigide, qui empêche complètement la libido de passer. Et qu'à ce moment-là, ça puisse s'écouler d'une autre manière, par une autre voie. Nous avons vu un peu avant comment la naissance du sujet, dernière colonne de la cartographie, est la visée d'une psychanalyse. Cela passe, pour désamorcer la répétition morbide, par un concept important sur lequel Lacan revient à plusieurs reprises dans son séminaire, et qu'il nomme « l'être pour la mort ». J'ai cité une traduction de la formule de Freud, tirée du compte-rendu du séminaire sur l'éthique. À la fin de ce séminaire, en 1960, voilà ce que dit Lacan. Comment l'homme, c'est-à-dire un vivant, peut-il accéder cet instinct de mort, son propre rapport à la mort, à en connaître? Avant de conclure, revenons au Freud des études sur l'hystérie. Relisons attentivement le début de la présentation de Katharina. Sigmund Freud est en vacances à la montagne, une jeune femme vient le solliciter comme docteur, il accepte, installe deux pierres, l'invite à s'asseoir et lui demande « De quoi souffrez-vous donc ?» Sachez que c'est comme cela que nous accueillons les personnes qui appellent le CETU et les personnes qui viennent à leur première consultation. Faisons un petit retour étymologique grâce au dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray. Nous apprenons que souffrir, du latin classique souffere, signifie supporter, et se soutenir, se maintenir. En ancien français, se souffrir veut dire se tenir debout. Ce que nous retrouvons dans l'expression « souffrer que je ». Par ailleurs, souffrance a le sens de patience, ce qui va parfaitement avec la position de patient que nous invitons l'être qui nous appelle à occuper, avant qu'il puisse occuper celle de psychanalysant puis de sujet. Ainsi, la lettre en souffrance et l'être en souffrance sont en attente. La lettre en souffrance est en attente d'être lue, l'être en souffrance est en attente d'être dit. Nous pouvons penser que l'être qui vient nous rencontrer souffre, dans le sens qu'il supporte son insupportable désir, et que l'effet de sa parole dans sa psychanalyse est qu'au final, c'est son désir qui le supporte en tant que sujet. Je vous remercie. Merci.